Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Legno et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode, une nouvelle conversation passionnante et vous allez voir remplie d'optimisme. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi Raphaël Donjean. Mais avant que je vous dise qui c'est, il y a quand même quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps, je crois. Peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube et ça c'est dommage parce que réussir à avoir des invités aussi qualitatifs que Raphaël Donjean, que Hubert Joly, enfin toutes les personnes extraordinaires que j'arrive à rassembler ici avec vous sur YouTube, et ben ça passe par une chose, c'est d'avoir une chaîne interplanétaire, une chaîne énorme avec plein d'abonnés. Blague à part, c'est vrai que ça m'aide beaucoup d'avoir en fait plus d'abonnés parce que ça me permet tout simplement d'être plus crédible et donc de réussir à attirer des personnalités encore plus remarquables. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Alors si j'en reviens à mes moutons, qui est Raphaël Donjean. Il est suisse déjà d'origine, né à Neuchâtel et quand il était petit, figurez-vous qu'il voulait être soit astronaute, soit pompier. Il a finalement choisi une voie, je dirais, intermédiaire puisqu'il est explorateur. Il a fait des trucs de dingue, je vous préviens. Il est également conférencier et nous donne d'ailleurs dans cet épisode de nombreux conseils vraiment très pertinents. Qu'est-ce qu'il a fait comme exploration? Déjà quand même pas des moindres, le premier tour du monde en bateau solaire. Truc incroyable, il a monté l'opération tout seul pour prouver une cause qui lui tient à cœur, à savoir qu'il est possible de se déplacer, il est possible de faire des miracles finalement avec des énergies renouvelables. Deuxième sujet, deuxième exploration de fou, cette fois on monte très haut dans la stratosphère et Raphaël nous emmène très loin puisqu'il a fondé le premier avion solaire stratosphérique, Solar Stratos, dont en plus il a sauté parce que finalement c'est pas tout de créer un avion stratosphérique, faut en sauter aussi. Bref, vous pourrez l'imaginer, on a eu un épisode passionnant mais aussi empreint d'humilité et d'optimisme vraiment sur des sujets qui ne sont pas faciles, à savoir le changement climatique. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ces conversations avec Raphaël Donjean. Bonjour Raphaël. Bonjour Pauline. Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Je regrette déjà maintenant, on discutait un petit peu en off, d'avoir accepté de la faire à distance et qu'on la fasse pas en vol, première interview en avion électrique. Alors ça aurait été absolument incroyable. Mais pour un épisode numéro 2. Raphaël, avant qu'on parle justement de votre mission de vie, parce que c'est réellement ça, je voulais revenir en arrière et qu'on remonte à votre enfance, si vous le voulez bien. Que vous m'expliquiez d'où vous venez, où est-ce que vous êtes né, dans quel type de famille, est-ce que vous avez grandi, enfin, et puis quel type d'enfant en fait était le petit Raphaël? Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Avec plaisir. Donc je suis né à Neuchâtel en 1972. Et puis j'étais un enfant plutôt cancre qui dès le départ aimait bien s'évader. Mes parents m'ont fait vraiment confiance. Je pense que c'est la chance que j'ai eue. À 3 ans et demi, j'ai pu partir rejoindre mon grand-papa qui se trouvait dans un chalet dans une montagne qui se trouve juste au-dessus d'où on habitait, la montagne de Chaumont. Donc il fallait prendre un funiculaire, il fallait marcher sur 2 kilomètres. J'avais 3 ans et demi. Et j'ai le souvenir, j'ai l'impression en tout cas d'avoir le souvenir que c'était la première fois que j'avais ce sentiment de liberté, que de voyager, que d'être seul, de pouvoir compter que sur soi-même. Et puis, Mais c'est vous comme voulez ça qu'a dire, commencé un peu ma vie, je dirais, d'aventurier. juste pour que je comprenne, ils vous ont pas laissé partir tout seul quand même à 3 ans et demi, mais vous êtes juste, vous avez été emmené, c'est ça, et vous vous rappelez de ce moment comme un voyage, une exploration? Non, non, alors ma maman m'a laissé partir seule, elle m'a mis dans le funiculaire, devait rester avec mon frère qui était malade. Arrivé au Incroyable. bout du funiculaire, il y avait à peu près 2 kilomètres de marche pour rejoindre le chalet de mes grands-parents. Il n'y avait même pas de téléphone à l'époque, ils ont dû aller à une ferme pour téléphoner. Je crois que ma mère s'est fait engueuler par ma grand-maman. Mais non, j'étais seul, elle m'a laissé seul, elle m'a fait confiance. Et je crois que c'est ça qui est Incroyable. important. C'est ça peut-être qui m'ont le plus beau cadeau que m'ont fait mes parents, c'est qu'ils m'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont toujours laissé progresser dans la vie en me faisant totalement confiance. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Vous avez eu une vocation tôt? Oui, alors très vite, moi, mon rêve, c'était d'être astronaute. Je voulais aller dans l'espace. Je voulais faire de l'aventure. C'est le dimanche après-midi, lorsque je regardais les émissions de Cousteau, assis dans le salon. Donc ça, c'est vraiment ces souvenirs de l'exploration spatiale, de l'exploration. Je voulais être aventurier, explorateur, astronaute. Alors, astronaute, c'était pas à ma portée. Aventurier, je pensais que tout avait été fait. Hein. Je me suis Bah ouais. toujours dit, toutes les dernières grandes aventures, Bertrand Piccard, on disait que c'était la dernière grande aventure, le tour du monde en ballon sans escale. Et puis voilà, finalement,
les difficultés climatiques, ce défi de la transition énergétique a montré que les aventures existent toujours, l'exploration existe toujours. C'est plus pour aller le plus loin possible ou découvrir de nouvelles terres ou aller plus vite, mais pour démontrer le potentiel des énergies renouvelables. J'adore cette idée de sortir du cadre et de inventer sa vie, quoi, et de la vivre sur ses propres termes d'une certaine manière, c'est-à-dire de se dire, vous aviez cette passion pour l'exploration, cette envie de découverte. C'est pas forcément au 21e siècle la chose la plus facile à mettre en place, mais pourtant, vous avez trouvé une manière de devenir explorateur. Comment est-ce que vous avez, à un moment donné, je ne sais pas si ça a été un déclic ou si ça a été une longue maturation, décidé justement de dédier votre vie, si je puis dire, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça, à l'exploration et à ce que vous nommez l'écologie expérimentale? Je dirais que c'est pas forcément quelque chose qui a été intellectualisé, qui a été prévu. Hein. C'était pas un parcours qui a été dessiné. C'est vraiment la prise de conscience des changements climatiques. Hein. J'ai été plusieurs fois voyager dans les régions polaires et j'ai vu un glacier disparaître en Islande entre 1993 et 2004. Donc j'ai vraiment vu un glacier, mais pas un petit glacier, hein, Pauline. 700 mètres d'épaisseur de glace, reculé de 3 kilomètres. Donc vous avez vraiment voilà, vous dites, c'est impressionnant. J'étais là il y a 11 ans, il y avait 700 mètres d'épaisseur de glace, il y avait une montagne de glace et maintenant il n'y a plus rien. Vous Et y là, vous alliez, prenez, Raphaël, en fait, pour faire de l'exploration polaire, donc rien à voir, j'imagine, avec l'enjeu climatique, juste pour explorer. Et puis c'est là, à ce moment-là, que vous avez pris que vous avez vu et que vous avez pris conscience du sujet, du problème? tout à fait. Donc, c'était une expédition spéléologique pour faire de la glacio-vulcanospéléologie, pour aller dans un glacier où il y avait l'activité volcanique. Et c'est sur ce chemin que j'ai découvert ce glacier en 1993. On revient en 2004, le glacier a disparu. Et là, vous prenez conscience des changements climatiques, que c'est pas juste des articles de Ouais. journaux avec des journalistes un petit peu fous, des scientifiques qui racontent des histoires. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dans les régions polaires, tout va très vite. Et c'est là que j'ai pris conscience de ces changements climatiques, de cette nécessité de faire quelque chose. Et puis j'avais expérimenté déjà l'énergie solaire. On avait créé le premier hébergeur solaire au monde avec mon frère Alexis en 2001. Et donc j'avais vu que la technologie existait, que l'énergie solaire, c'était une énergie qui avait un potentiel extraordinaire. Et je me suis dit, au lieu de parler des problèmes, hein, ce qui à l'époque était plutôt la tendance, on parlait des problèmes, Ouais. moi je voulais parler des solutions, de montrer ce qu'on pouvait faire et aussi amener un peu d'espoir et un peu de rêve aux générations d'aujourd'hui et de demain, des jeunes générations, de leur montrer qu'il ne faut pas désespérer, qu'il existe des solutions, qu'il y a des choses incroyables qu'on peut faire grâce aux énergies renouvelables. Vous disiez qu'avec votre frère, donc, vous aviez créé le premier hébergeur solaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, comment est-ce qu'on se lance dans cette aventure-là? Donc on était avec mon frère, on faisait de l'hébergement de sites internet et d'emails lorsqu'on était étudiant. On a commencé Ouais. ça en 96. Et puis en 2001, on n'est plus étudiant et on se dit on va abandonner, on va arrêter, mais on a quand même 400 clients. Et on se dit non, bon, on va essayer de transformer cette société un peu classique d'hébergement internet Ouais. en une société idéale du point de vue énergétique. Donc on va couvrir la maison de nos parents avec des panneaux solaires. On va faire fonctionner nos serveurs informatiques avec des batteries pour fonctionner en autonomie complète grâce à l'énergie solaire. Et on va devenir les premiers hébergeurs solaires au monde, à notre connaissance. Incroyable. Voilà. Et ça va faire on va passer dans les news, on va gagner des clients. Et là, on s'est dit, oh, mais c'est génial, ça fonctionne du point de vue technique, mais aussi du point de vue économique. C'est un argument que de mettre en avant le fait qu'on peut proposer des services qui sont totalement compensés, qui fonctionnent uniquement grâce à des énergies renouvelables, que l'entreprise produit elle-même. Vous voyez, Ouais. c'est vraiment l'étape suivante. La réaction de vos parents quand vous êtes mis à mettre des panneaux solaires sur le toit pour votre pour votre boîte d'hébergement, c'était quoi? Ah bon, ils ont l'habitude maintenant, hein, Ouais. depuis ma première escapade à 3 ans et demi, mes différentes fugues et autres aventures. Finalement, ça, c'était pas ce qu'il y a eu c'était pas les pires événements qu'ils ont dû vivre avec moi. Alors, quels ont été les pires éléments qu'ils ont pu vivre avec vous, Raphaël? Parce que là, vous me titillez un peu. Bon, je pense qu'effectivement, alors j'ai quand même fait beaucoup de montagnes, j'ai fait de la spéléo, très jeune, on a commencé à sauter en bas des ponts, donc moi très Ouais. vite, j'aimais expérimenter les Ouais. choses, profiter de ce que la vie peut nous apporter. Donc il y a eu des moments où je pense qu'elle était quand même assez compliqué pour mes parents. Après le tour du monde de bateau solaire, maintenant je fais du parachutisme, je saute Ouais. de mon avion. Donc, mais ils ont toujours été assez courageux. Ils me suivent encore aujourd'hui, ils sont toujours à mes côtés et je les trouve très courageux.
Bah, justement, cette notion de courage, c'est une notion qui m'intéresse beaucoup parce qu'on dit souvent que le courage n'existe pas sans peur, donc il faut un petit peu de peur pour faire preuve de courage. Et je voulais vous demander, vous qui avez fait un tour du monde à l'énergie solaire, on va en parler, sauter, comme vous le disiez, à des hauteurs, mais juste qu'on n'envisage même pas, donc vous rapprochez un peu de ce rêve d'enfant à nouveau. Est-ce que vous avez déjà eu peur, vraiment peur? Est-ce que vous pouvez m'en parler? Et qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous y êtes allé quand même? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez pris la décision de renoncer ou de faire les choses différemment? Alors c'est vrai que c'est peut-être un défaut chez moi, j'ai rarement peur, hein. J'ai ce côté un peu naïf où je m'engage sans vraiment tenir compte de toutes les éventuelles conséquences, hein. Je me projette peu dans les problèmes, mais c'est vrai qu'en tant qu'alpiniste, principalement, Ouais. ça m'arrivait d'avoir peur. J'ai fait le cours de guide haute montagne et des fois, on est obligé, on a une formation qui est quand même assez pointue, assez exigeante. On est en montagne, c'est impressionnant, dans le mauvais temps. Et c'est vrai que parfois, ben, c'est vrai que c'est normal d'avoir peur, hein, c'est un réflexe. Et ben là, ce qu'il faut, à mon avis, c'est pas forcément du courage, mais plus de la confiance. Moi, ce qui me permet vraiment d'avancer dans ma vie, quand c'est difficile, quand on peut s'interroger sur la suite des événements, c'est la confiance. C'est vraiment cette confiance qui, pour moi, est encore plus forte que le courage. Une confiance en vous, une confiance en l'avenir. Enfin, c'est plus un optimisme général ou c'est le fait de croire en ses capacités? C'est vraiment la confiance que tout va bien se passer finalement, hein. C'est la confiance en soi, en sa capacité de réussir. Et puis même peut-être confiance, voilà, c'est une question aussi de spiritualité. Moi j'ai confiance, je suis croyant, j'ai confiance, et je me dis que tout finit toujours par s'arranger. Un bel optimisme. J'aimerais parler de Planète Solar, du coup, le projet pour lequel bah, vous avez été le plus connu et qui a fait vraiment bah, qu'on on s'est aussi beaucoup, je pense, intéressé à la question de l'énergie solaire. Alors j'ai compris que vous étiez déjà vous-même impliqué sur ces sujets, mais à quel moment est-ce qu'on se dit dans sa vie, bah, en fait, je vais faire le premier tour du monde à l'énergie solaire? Qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion pour ensuite lancer ce projet? Mais c'était vraiment en 2004, en Islande. J'étais assis face à ce glacier qui avait disparu. Et là, c'était un moment qui était assez difficile. J'étais vraiment triste. Et j'avais entendu parler de l'idée de Bertrand Piccard de faire un tour du monde en avion solaire. Et là, tout d'un coup, ça a été un flash. Je me suis dit, non, mais voilà, il faut réécrire l'histoire à l'énergie solaire, mais c'est d'abord un tour du monde de bateau qu'on a fait. Et je me suis dit, waouh, mais construire un bateau solaire, Ouais. aller autour du monde, aller au cœur des villes, hein, aller vraiment proche des gens, pouvoir emmener des gens à bord aussi. Je me suis dit, mais c'est ce qu'il faut faire. Ce sera un moyen incroyable que de faire rêver les gens, de les embarquer avec nous, et puis de démontrer le potentiel de l'énergie solaire et de Ouais. la mobilité électrique, hein. C'est l'énergie solaire et de l'électrification de notre monde. En réalité, vous avez mis combien de temps à mettre en place le projet et à faire aboutir le projet? Donc l'idée, c'est en septembre 2004. Ouais. On annonce le lancement du projet en 2006. On commence la construction du navire en 2009. Donc on trouve le financement en 2008. Et puis on réussit, on part pour ce tour du monde en 2010 et on réussit il y a bientôt 10 ans maintenant, hein, dans quelques semaines, en 2012. Donc ça a été finalement assez vite, hein. Il a fallu voilà 6 ans pour démarrer, pour partir autour du monde et 8 ans entre le moment où on a commencé l'aventure, enfin l'idée et la réussite. Donc c'est finalement assez rapide. Ça, je trouve ça assez fascinant parce qu'il y a peu de personnes, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui, quand ils se lancent dans un projet, se disent ça va durer 10 ans, ça va durer longtemps. Et quand on se lance dans des projets telle ampleur, pareil pour Bertrand Piccard, effectivement, enfin, c'est des projets à l'échelle d'une vie où en fait, on sait que c'est parti pour 10 ans minimum. Et là, comme vous dites, hein, c'était plutôt rapide finalement dans votre cas. Est-ce qu'à un moment donné, je me permets de vous poser la question, où vous vous êtes dit non, mais en fait, c'est trop long, ou enfin, qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez pendant 10 ans pour lancer un tel projet? Bah, je pense que quand on s'engage sur un projet comme ça, c'est un peu comme, comme notre vie, hein. Si on regarde que la finalité, c'est la mort, ce serait assez triste. Donc c'est un chemin. Et puis il faut essayer d'y trouver du plaisir. Voilà, de lancer l'aventure, de trouver des partenaires, de commencer à construire le bateau. C'est à chaque fois des étapes qui vous amènent de l'énergie et Hmm. puis qui vous permettent de continuer. Donc ce qu'il faut, c'est pour réussir, c'est vraiment la ténacité. Je crois que c'est ça le plus important. Il faut être tenace pour réussir. Et puis, il faut vraiment voir l'aventure comme un chemin et pas juste comme la dernière seconde où on va réussir, qu'en fait, c'est un moment qui est extrêmement court, hein. Vous voyez, il y a Bah, avant c'est d'avoir ça. réussi
vous n'avez pas encore réussi, vous franchissez la ligne, vous avez déjà réussi. Ouais, Voyez. c'est terrible. Donc c'est terrible. Donc si vous êtes dans cette dynamique, vous allez pouvoir être que frustré. Ouais, donc il faut essayer d'apprécier le cheminement, quoi. D'apprécier le cheminement avant et même après. C'est toujours un cheminement et cette aventure, elle est incroyable. On a fait un voyage extraordinaire et j'en parle toujours aujourd'hui. Je la partage toujours lors de mes conférences. On a un documentaire. Donc l'aventure, elle continue. C'est l'avantage d'une première, vous voyez. C'est ça que j'aime dans une première. C'est que vous faites une première, vous êtes le premier à l'avoir fait et ce sera pour toujours. Vous Ouais, aurez c'est toujours ça. été le premier. Vous voyez, et c'est ça que je trouve magnifique dans une première. C'est clair. Est-ce qu'il y a quand même eu, malgré tout, j'imagine que oui, des défis très difficiles lors de cette exploration ou dans la préparation ou dans l'après peut-être de cette exploration? Oui, alors ça a quand même été une aventure. Vous voyez, personne ne me connaissait. Donc si on regarde globalement les gens qui sont dans des grandes aventures, vous avez des gens peut-être comme Ernesto Bertarelli avec Alinghi, donc c'est des gens qui ont des moyens financiers et qui sont dans des grands projets. Ou alors vous avez des gens comme Bertrand Piccard qui ne sont pas des gens qui sont riches, mais qui ont quand même un nom et qui sont connus. Après, si vous êtes d'une famille incroyable mais vous n'avez pas de fortune et vous n'êtes absolument pas connu, c'est plus compliqué. Et il nous fallait 30 millions quand même. Hein. On s'est laissé dans un projet où on avait 0 et on devait trouver 30 millions. Ouais. Donc c'était une aventure quasiment impossible à réussir. Ça a été bien sûr difficile de trouver le financement. Et après, voilà, c'était de faire un bateau que personne n'avait jamais construit auparavant. Fallait prévoir la météo, voilà, il y avait énormément de choses à faire. Mais c'était passionnant. Moi, ce que j'aime, c'est faire des choses difficiles. Je trouve les choses faciles, bon, c'est plutôt ennuyeux. Pour un explorateur, devoir trouver des financements, c'est peut-être pas la partie la plus sympa. Et pourtant, j'ai déjà eu la chance d'avoir plusieurs explorateurs sur le podcast. À chaque fois, c'est un passage obligé. Enfin, vous l'avez dit, parce que c'est des opérations qui nécessitent des moyens quand même colossaux. Est-ce que vous pourriez nous partager, en fait, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi? Parce qu'il y en a beaucoup qui essayent pendant des années et qui, en fait, échouent quand même, hein, qui n'arrivent pas. On peut quand même en parler aussi et avoir une pensée pour eux, à tous ceux qui essayent et qui n'y arrivent pas. Vous avez quand même réussi. Alors certes, le projet est très attrayant, mais malgré tout, enfin, vous le dites vous-même, hein, vous veniez pas d'un milieu particulièrement aisé. Enfin, vous aviez pas forcément, j'imagine, les contacts. Qu'est-ce qui a fait votre différence, Raphaël, sur ce point? Bon, tout d'abord, je pense qu'effectivement, c'est un passage obligé, et tant mieux, parce que finalement, c'est votre capacité à trouver des financements, ça veut aussi dire votre capacité à emmener les gens avec vous, à les faire rêver, à leur faire adhérer à votre aventure, à votre projet, et ben c'est ça qui va aussi faire votre réussite. Et je pense que ce qu'il faut, c'est réussir à emmener les gens avec vous. Et puis, donc, il faut que l'idée soit quand même bonne. Après, il faut être capable de l'organiser de manière aussi intelligente, pragmatique, pas juste être un grand rêveur. Et puis, c'est toutes ces qualités-là, comment vous allez organiser les choses qui va vous permettre, avec un peu de chance, de réussir. Il faut quand même dire qu'on a eu de la chance de rencontrer Imo Stroyer, Ouais. qui un jour m'a dit, Raphaël, je ne vais pas te donner de l'argent, mais je vais financer la construction du bateau. Et ça a totalement changé la dynamique. C'était un moment assez incroyable. Ouais. Oui, parce qu'une fois que vous aviez le financement du bateau, j'imagine aussi que les autres sponsors ont peut-être été plus faciles à trouver. Enfin, vous commenciez à avoir quelque chose de très solide, quoi. Alors oui et non, c'est-à-dire que en fait ça a été super positif parce qu'on a commencé à construire le bateau, mais tout d'un coup je me suis rendu compte que maintenant je pouvais plus revenir en arrière. Qui s'engageait, commence à construire un bateau, il Faut fallait y monter aller. une équipe, on n'avait pas d'argent. Ouais. Donc après, ça a quand même été un moment compliqué. Alors bien sûr, je dirais pas que c'est plus facile, je dirais que c'est moins difficile Mm. de trouver des sponsors quand vous avez quelqu'un qui finance le bateau, parce que vous pouvez leur dire, de toute façon, maintenant, on va partir. Voilà. Ouais. Avec ou sans vous, on va partir. Mais on a eu la crise de 2008 en plus, hein, qui a été un moment difficile, qui nous a pas aidés. Moi, j'ai tendance dans mes projets, quand ça commence à bien aller, qu'on a des crises, soit la crise de 2008, le Covid, voyez, donc, Ouais. mais il faut savoir gérer ça. C'est justement ça aussi, être explorateur. C'est être capable de s'adapter aux conditions qui changent. Si nous, Ouais. on n'est pas capable de le faire, qui peut le faire? C'est clair, c'est clair. Est-ce que vous vous rappelez d'un moment particulièrement fort, particulièrement mémorable lors de cette exploration? Alors, il y a bien sûr, il y a beaucoup de moments assez forts, assez incroyables, mais il y en a un peut-être que j'aimerais partager avec vous. Il faut quand même savoir que avant de faire ce tour du monde, où on s'engageait avec un bateau qui pesait presque 100 tonnes, avec à disposition à peu près 20 kilowatts en continu, hein, ça veut dire 30 chevaux. Ça veut dire qu'on recevait, avant de partir autour du monde, je recevais des messages, des mails, quasiment tous les jours. Ce qui Ouais. veut dire que j'étais complètement fou, que j'allais échouer.
que Ah ouais, j'allais les gens couler à la vous première envoyaient des tempête. messages pour vous Des dire gens que vous êtes... m'écrivaient que j'allais finir en prison, que j'allais tuer mes collègues, que j'étais complètement fou, c'était pas possible. J'avais fait les mauvais choix techniques. On nous a appelé l'enclume, le maladroit, le fer à repasser. Vous voyez, donc ce qui était intéressant, c'est de voir qu'au fur et à mesure où on avançait autour du monde, le nombre de messages diminuait. Ouais. Voyez. Jusqu'au jour où on a réussi, et là, les messages ont de nouveau commencé à arriver, et c'était, oui, mais Monsieur Donjon, mais bien sûr, c'était possible de faire un Ouais. tour du monde en bateau solaire. Pourquoi vous avez perdu autant de temps et d'argent pour le faire? Mais donc, imaginez, on est avec ce bateau solaire, où pour beaucoup de marins, beaucoup d'ingénieurs, d'architectes navals, on n'allait pas réussir. On traverse le golfe de Bengale, qui se trouve entre la Thaïlande et le Sri Lanka. On passe une zone assez difficile. On a 3 jours de mauvais temps, il y a beaucoup de vent, de la pluie. Et le matin du 4e jour, on voit qu'il y a un bateau de pêcheurs qui est à la dérive. On se demande ce qui se passe. On monte à bord. Ça va prendre un petit peu de temps pour qu'on se comprenne. On ne parle pas tamoul, il ne parle pas anglais. Mais en fait, on comprend que ce bateau de pêcheurs est en panne sèche. Donc, vous voyez, Pauline, c'est nous, avec notre enclume solaire, on était censés couler la première tempête, qui portions assistance à un bateau qui fonctionne au fioul. Et là, j'ai compris quelque chose. Lorsqu'on est avec un système qui fonctionne avec du fioul, donc une énergie qui n'est pas renouvelable, et que vous n'en avez pas à disposition, tout s'arrête. Ce qui n'est jamais le cas avec les énergies renouvelables. Le soleil, il y a toujours quelque chose. On arrive toujours à... Voilà, il faut peut-être l'économiser, il y en a peut-être moins, mais nous, on pouvait recharger notre bateau grâce au soleil. Vous voyez? Et ça démontre notre société dans quelle situation elle se trouve. On le voit maintenant avec ce qui se passe en Ukraine. On est extrêmement sensible à cette problème d'approvisionnement en énergie, que ce soit en gaz ou en pétrole ou en charbon. On n'est pas autonome. Non. Si on était 100% basé sur les énergies renouvelables, ce ne serait pas un souci. Et d'ailleurs, du point de vue géopolitique, l'Europe aujourd'hui serait dans une autre position. Bien sûr. Donc, ça a été vraiment un apprentissage pour moi. Et nous, on était totalement autonomes. Alors, ils ont été déçus dans un premier temps, ces pauvres pêcheurs, parce que nous, on a dû leur dire, on a un gros bateau, mais on n'a pas une goutte d'essence à bord. On va quand même pouvoir rappeler les gardes-côtes. Ils ne devaient pas y croire, franchement. Ils ne devaient pas y croire. Je crois qu'encore aujourd'hui, ils n'ont pas compris. Ils ont dû se dire qu'ils ne voulaient pas les aider. Mais voilà, on a pu appeler les gardes-côtes, puis un autre bateau de pêcheurs qui sont venus les aider. Incroyable. Pour revenir sur cette histoire de message, je trouve ça assez fou parce qu'au final, on voit que vous aviez une détermination personnelle à cause de cette mission qui était franchement inarrêtable. Mais se prendre des messages négatifs, le bateau enclume, de personnes en plus, je peux imaginer parfois que ce sont des personnes référentes dans leur domaine, des techniciens, vous parliez d'ingénieurs dans le domaine naval, etc. Ça ne doit pas être facile. Est-ce que ces messages, ma question c'est comment est-ce que vous réagissiez à ces messages? Est-ce que vous disiez, en fait, je vais leur prouver, du coup d'une certaine manière, ça vous rendait plus combatif? Est-ce qu'à l'inverse, ça vous minait? Quelle était votre réaction psychologiquement? Moi, en général, quand on me dit qu'un truc n'est pas possible, ça me donne de l'énergie. Je me dis, allez, on va leur montrer. Vous voyez, moi, quelqu'un qui me dit, non, mais ce que tu veux faire, ça va vraiment pas fonctionner. Moi, au contraire, ça me donne une énorme énergie à me dire non, mais il faut justement démontrer le contraire. Parce que si finalement, avant de partir faire ce tour du monde, tout le monde était certain que ça allait être réalisable et qu'il n'y avait pas de problème, ce projet n'avait aucun intérêt. Vous voyez, il n'y avait pas de but. Donc, finalement, tant mieux. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire bouger les lignes, à montrer que, contrairement à ce que les idées reçues, qu'un bateau solaire, ça fonctionne et qu'on peut faire un tour du monde, traverser tous les océans pendant 2 ans, donc forcément traverser des tempêtes, traverser des zones plus difficiles, des moments plus compliqués, où c'est que la météo n'est pas prévisible. On a traversé le Pacifique, c'est plus d'1 mois de navigation, donc on ne peut pas connaître la météo qu'on va avoir lorsqu'on quitte les Galapagos en l'occurrence. Donc ça veut dire que c'était une véritable démonstration. Et donc tant mieux finalement, tant mieux. Voilà, et Bertrand Piccard a eu les mêmes problèmes. Combien de copains pilotes me disaient il va jamais réussir, etc. Donc c'est justement ce genre de choses qu'il faut essayer de démontrer. C'est de démontrer que ce que certaines personnes pensent impossible est possible. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la transition énergétique basée sur les énergies renouvelables, elle est impossible. Ils se trompent. Il faut leur montrer justement. Et vous le faites admirablement, et notamment avec l'autre projet dont je voulais parler, Solar Stratos. Donc, je vois en plus que vous emportez les insignes. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, allez jeter un œil à la veste de Raphaël. Alors là, vous lancez dans une nouvelle mission. Cette fois, on quitte l'eau pour atterrir dans le ciel. Enfin, pas atterrir, justement. Avec pour objectif d'atteindre la stratosphère avec un avion solaire.
Cette fois encore, vous repoussez les limites sincèrement de l'entendement. Enfin, on se dit la stratosphère, un avion solaire, enfin, c'est impossible. Quel a été le déclic, le déclencheur qui a fait que vous êtes mis en quête de cette nouvelle mission? Bah, en fait, cette idée, enfin, c'était quasiment un fantasme au départ, hein. Je traversais le Pacifique à bord de planètes solaires. On était entre les Galapagos et les Marquises. C'est l'endroit pour moi de ce tour du monde qui était le plus incroyable. 6000 kilomètres où on n'a vu aucun signe de vie Ouais, pendant un mois. ça On devait était être. seuls, seuls. On n'a pas vu un avion, on n'a pas vu un bateau. Et là, moi, j'avais toujours le quart de nuit, hein, donc de 21 heures à minuit. J'étais seul, tout le monde dormait. Je faisais le blog à l'extérieur du bateau, avec la tête dans les étoiles. Et je me suis dit, bon, si on réussit ce tour du monde, si on réussit à faire le premier tour du monde à l'énergie solaire de l'histoire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ambitieux pour continuer à promouvoir l'énergie solaire? Et c'est là que j'ai eu voilà, ce fantasme de dire, mais si on pouvait s'approcher des étoiles, s'approcher, aller voir la courbure de la Terre, Hmm. tout ça grâce à l'énergie solaire, quelque part, réaliser le rêve d'Icare, 4000 ans Ouais. plus tard, sans se brûler les ailes, bah, ça pourrait être une aventure incroyable. Et surtout, l'idée, c'était que avec Panel Solar, on a fait un tour du monde, donc on a réécrit une histoire qu'on fait tous les jours avec les énergies fossiles. Ouais. L'idée là, avec Solar Stratos, c'est d'aller au-delà de ce qu'on peut faire avec les énergies fossiles, donc d'aller au-delà de ce qu'on peut faire avec un avion qui fonctionne avec un moteur à combustion. Et alors cette fois, comment est-ce que vous vous y prenez? Alors le projet est encore, enfin, il y a eu beaucoup d'étapes, mais il est encore en cours si je me trompe pas. Une fois que vous aviez réussi quand même le tour du monde, je peux imaginer que c'était peut-être plus simple de trouver des financements quand même, parce que vous aviez prouvé, vous étiez maintenant une personne référente dans le domaine des énergies solaires et renouvelables. Quelles ont été les étapes et combien de temps, là encore, est-ce que finalement vous êtes fixé pour faire aboutir le projet? Alors c'est vrai que bon, là, l'idée, ça date de 2011, donc ça fait plus de 10 ans maintenant. Un Mais bon, petit il a peu plus fallu long déjà que l'autre. terminer. Il a déjà fallu terminer Planète Solar. Ensuite, ça a quand même été 2 ans, 3 ans après l'aventure où c'est qu'il faut, voilà, la communiquer, faire des conférences. Donc ça, Vous voilà, reposez un peu ou pas du tout? Non, pas trop, pendant ces mais 2 ans. moi, je suis hyper actif, donc j'ai cette chance que j'ai pas besoin de me reposer. Voilà, me reposer, c'est faire des choses, ça me repose en fait. Alors c'est Hmm. vrai que des fois, les gens me trouvent que je suis fatigant, mais voilà, moi, j'ai cette énergie en moi, c'est une chance et j'essaie d'en profiter. Donc voilà, il a quand même fallu terminer cette aventure, ensuite étudier quand même, hein, trouver les bons partenaires, se renseigner, est-ce que techniquement c'est faisable, est-ce qu'on va pas à l'encontre de la physique. Ouais. Voilà, puis après, il a fallu commencer le projet, trouver des financements, de retrouver des partenaires, remonter une équipe. Donc ça, voilà, on a vraiment commencé à travailler en 2015. Et puis aujourd'hui, on a un avion solaire biplace qui vole, qui a commencé à faire des premières et des records. On a été les premiers à sauter depuis un avion électrique, à faire la première chute libre solaire. On est monté à 12 000 pieds à deux. Voilà, puis maintenant, ben, il faut continuer. Et puis cette année, on espère aller plus haut. L'année prochaine, on va partir aux États-Unis pour faire un vol d'altitude, d'essayer déjà de battre le record aujourd'hui d'altitude qui est détenu par Bertrand Piccard à bord de Solar Impulse, qui est de 9000 mètres. Donc on espère passer les 10 000 mètres et après la stratosphère. Vous avez encore des personnes qui vous envoient des messages pour vous dire t'y arriveras jamais, c'est impossible ton truc? Oui, alors moins quand même. C'est vrai que les temps ont changé, donc moi j'ai vraiment commencé à faire de l'écologie expérimentale avec des climato-sceptiques, où le climat n'était pas forcément la priorité numéro une, n'était pas un problème comme il ne l'est aujourd'hui. Il y avait beaucoup de gens sceptiques. Aujourd'hui, les lignes bougent quand même, mais il y a toujours des gens qui m'écrivent, et parfois même, bah là récemment, chez un de mes sponsors, il y a un de ces ingénieurs qui a écrit au CEO pour dire non mais ce que veut faire Raphaël, c'est impossible. Moi j'ai fait des calculs, c'est impossible. Voilà. Mais moi, je trouve toujours ça super intéressant, en fait, parce que ça veut dire que ce qu'on veut faire, c'est compliqué. De nouveau, Ouais. si tout le monde pensait que ce serait facile, je trouverais ça quasiment un peu triste. Pas assez d'ambition dans ce cas. Vous parliez du fait qu'il y a des changements de mentalité et c'est vrai que je pense qu'on oublie presque, mais en l'espace de 10 ans, à quel point, malgré tout, il y a eu une prise de conscience au niveau écologique. Et vous disiez aussi que vous aimiez trouver des solutions. J'ai retenu ça au début de notre conversation. Est-ce que vous avez de l'espoir pour la situation? Parce que c'est vrai que parfois on entend, voilà, les scientifiques ou on entend des personnes très alarmistes parler du changement climatique.
Et en fait, finalement, en tant que néophyte, en tant que personne qui connaît pas grand-chose, franchement, on se pose des questions, on se dit, mais en fait, est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il n'y a plus rien à faire? Est-ce que vous gardez votre optimisme sur ces sujets? Alors, un optimisme actif, hein, combatif, je le vois bien. Ou est-ce qu'à l'inverse, finalement, vous êtes un petit peu résigné sur ce domaine? Ah non, je pense que c'est beaucoup trop tard pour être résigné ou pessimiste. Donc oui, la situation climatique, elle est grave. En même temps, c'est c'est cette situation qui va nous aider à prendre conscience et puis à accélérer cette transition. Et il y a aussi des signes qui sont extrêmement positifs. Donc moi, je reste optimiste. Et je pars du principe, la même chose qu'en tant que pilote ou en tant que marin, même si on a des difficultés, il faut jamais baisser les bras. Il y a un pilote, à un moment donné, il va pas Hmm. se dire, ah non, mais maintenant c'est trop tard, j'arrête. Ouais. Hein, jusqu'au dernier moment, il faut se battre parce qu'on ne sait jamais. Hein. En général, les choses finissent toujours par s'arranger. Donc moi, je reste optimiste, conscient quand même de la difficulté. Donc il faut rester pragmatique, il faut rester réaliste. La situation, elle est complexe, mais en même temps, extrêmement optimiste. Il y a 10 ans, on pouvait pas acheter, il y a 10 ans en arrière, on ne pouvait pas acheter une voiture électrique. Les changements climatiques étaient contestés. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience. C'est incroyable. Et maintenant, la question, c'est plutôt comment on fait. Ouais. Hein, on est dans le dur aujourd'hui de quelles énergies renouvelables, le prix, comment est-ce qu'on s'organise. Voilà, on est vraiment dans les changements, dans la mise en place des changements. Donc ça nous permet de rester optimiste et surtout, il n'y a rien qui s'oppose à cette transition énergétique. Les énergies renouvelables peuvent nous permettre de continuer à vivre tous sur cette planète, tous ensemble, à manger, à se déplacer. On ne va pas à l'encontre de certaines limites physiques. Donc ça aussi, il faut être extrêmement optimiste. Le soleil, c'est 1030 kWh par jour, alors que l'humanité en consomme environ 130 de 30 kWh par année. Vous voyez, Ouais. donc le potentiel, il est là. Ouais. Alors, en même temps, on brûle 300 tonnes de produits fossiles par seconde. Pauline, imaginez, c'est colossal. Ouais. 300 tonnes par seconde. C'est dingue. Mais on voit aussi qu'aujourd'hui, peut-être certaines difficultés, comme ce qui arrive aujourd'hui avec la crise qu'on a avec la Russie et avec l'Ukraine, ben, finalement, c'est peut-être, soit on peut le voir comme quelque chose qui va nous empêcher d'aller vite dans cette transition énergétique. Moi, j'essaie de toujours voir le côté positif. En même temps, ça montre la limite des énergies fossiles du point de vue géopolitique. Et puis, ça Donc, c'est va une peut-être raison de plus forcer aujourd'hui. un changement, effectivement. Voilà. Aujourd'hui, avant, on parlait d'énergie renouvelable, surtout pour l'environnement et les questions des changements climatiques. Ouais. Je pense qu'il y a deux avantages encore plus importants à faire cette transition. C'est pour notre économie, hein, c'est-à-dire ça crée de l'emploi localement. Par exemple, en Suisse, on dépense, et avec le prix de l'énergie actuel, ce sera quasiment 2 milliards par mois pour acheter du gaz en Russie et du pétrole en Arabie Saoudite. On pourrait l'investir localement. Imaginez ce que ça peut avoir comme potentiel économique, où on crée vraiment de la valeur localement. Et puis finalement, on peut devenir indépendant du point de vue énergétique et donc géopolitique, et ça change complètement la donne du monde de demain. Donc je pense qu'il y a plusieurs raisons à faire cette transition énergétique, elles ne sont pas seulement climatiques. Vous, Raphaël, si vous aviez un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent, une action, un message, un changement d'état d'esprit, enfin, qu'est-ce que vous pourriez dire en fait justement pour aller dans le sens de cet optimisme en disant, ben, il faut être optimiste, mais malgré tout, voilà, alors un conseil, je sais pas, mais voilà en fait ce que peut-être vous pourriez faire aussi vous à votre échelle. Moi, je pense qu'il est important, c'est qu'on doit tous être acteurs de ce changement. Mais en même temps, la tâche elle peut paraître colossale et on peut se dire qu'à titre personnel, par rapport à la taille du groupe Bah, qu'on est c'est sur cette ça. planète, on n'aura aucun effet. Donc, c'est faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que si chaque être humain sur cette planète essaye modestement de faire quelque chose à titre privé, dans son action individuelle, à titre privé, ou en tant que professionnel, ou en tant que chef d'entreprise, en tant qu'homme politique, en tant que journaliste, si on essaye tous de faire quelque chose, on va pouvoir changer et on va pouvoir changer la dynamique et imaginer un nouveau monde. Et ce qu'il faut, c'est pas prendre les choses à cœur, parce que si on fait ça, on se dit qu'on va jamais y arriver, on va tous partir en Hmm. dépression. Ce qu'il faut, c'est faire les choses avec cœur. Tous les jours, se lever le matin en se disant, je vais essayer de faire des bonnes actions, je vais faire le mieux que je peux, hein, pour essayer de donner du sens à mes valeurs, hein, à nos valeurs philosophiques, pour essayer de changer le monde de demain. Raphaël, je saute un petit peu du coq à l'âne, mais avec tout ce que vous faites, avec ces projets de grande ampleur, enfin, où en fait c'est devenu une mission de vie, comme je le disais au début, je peux imaginer qu'il n'est pas simple d'avoir
une vie normale, d'une certaine manière, c'est-à-dire une famille, des enfants, etc. Et c'est un peu personnel, j'avoue, mais je voulais quand même vous demander, parce que c'est pas évident et je suis sûre que mon audience sera intéressée, de se dire, en fait, quand on se lance dans un défi comme Planète Solar, ou d'ailleurs comme le Tour du Monde, où vous partez concrètement pendant une période assez longue dans le cadre du Tour du Monde, comment est-ce qu'on gère ça avec une forme d'équilibre de vie personnelle? Est-ce qu'en fait la mission elle est tellement forte que l'équilibre de vie personnelle il se fait autour et qu'en fait il n'y a plus besoin? Ou est-ce que quand même vous êtes obligé de ménager un peu une forme d'équilibre? Bah, il faut, je pense, c'est important d'avoir un équilibre entre sa vie professionnelle, en guillemets, et vie privée, même si lorsqu'on fait un projet comme Planète Solar, lorsqu'on devient explorateur, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de vie privée et de vie professionnelle. Après, il faut essayer. Donc, c'est vrai que j'avais une compagne quand je suis parti faire ce tour du monde. Elle avait rencontré un fonctionnaire qui était ambulancier et qui travaillait en gros 3 jours par semaine. Elle s'est retrouvée avec un aventurier marin autour du monde. C'est très difficile. D'ailleurs, elle a malheureusement pas supporté le changement, mais Ouais. il faut essayer. Donc, j'essayais le plus possible de maintenir l'équilibre. Elle pouvait venir à bord du bateau. Elle nous a rejoint d'ailleurs dans quelques endroits de la planète. J'essaie de l'appeler tous les matins, tous les soirs. Donc, il faut essayer, bien sûr, de faire son projet de vie qui poursuit un but collectif, mais il faut aussi pas oublier son projet de vie individuel Hmm. quand même. Hein. Voilà, pour essayer de trouver un équilibre pour soi-même, pour les gens qu'on aime, et puis pour les gens qui nous ont fait confiance. Quand on fait un projet comme Planète Solar, il y a des gens qui vous ont fait confiance, qui ont investi de l'argent, leur réputation. Donc c'est aussi une énorme responsabilité, vous savez. Démarrer des aventures comme Planète Solar, comme Solar Stratos, et comme d'autres, comme pour Bertrand Solar Impulse, on s'enferme un peu dans notre défi. Hein. Il faut être capable de le faire avec le recul nécessaire pour garder la tête froide, continuer d'avancer tout en préservant sa vie privée et son équilibre. Il se trouve que vous n'avez pas vécu d'échec, de ce que je vois en tout cas et de ce qu'on entend enfin, sur Planète Solar et puis sur le Tour du Monde. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment dans le cadre de la préparation sur qu'est-ce qui se passe si ça se plante? Si le bateau, justement, ça marche pas, si au bout d'un moment, à cause du gros temps, on est obligé d'arrêter. Enfin, est-ce que vous vous êtes à un moment donné projeté en vous disant, s'il y a un échec, qu'est-ce que je fais? Ou vous vouliez au contraire considérer que l'échec n'était pas une option? Bah, disons, c'est une chance qu'on part de rien. Vous voyez, j'ai toujours pensé que, par exemple, si vous vous appelez, prenons un exemple, Bertrand Piccard, votre grand-père c'est Jacques et votre arrière-grand-père, Hmm. votre père, excusez-moi, c'est Jacques et votre grand-père c'est Auguste, Oui, il y a une c'est plus pression. compliqué parce qu'il y a une pression supplémentaire parce que vous partez pas de zéro. Finalement, moi, je me suis dit, bon, tu es ambulancier, tu pars de zéro, bah, au pire, tu reviens à zéro. Voilà. Mais tu auras essayé quelque chose d'incroyable. Parce que le pire pour moi, c'est pas de ne pas réussir, c'est de ne pas avoir essayé. Et Ouais, dans mon cas, je me serais juste retrouvé au même niveau que j'étais avant. Donc ouais. pour moi, ça n'a jamais été une difficulté, en tout cas au départ avec Planète Solar. Et puis aujourd'hui, bah, cette responsabilité d'essayer de faire quelque chose, elle est importante. Et pour moi, c'est plus simple de vivre en essayant de faire quelque chose, en sachant qu'à chaque instant, un projet comme ça, Stratos, ça peut s'arrêter. Mais pour moi, c'est plus facile à vivre que d'abandonner en devenant un timoré, en restant à la maison parce qu'on a peur d'échouer. Et pour moi, c'est vraiment mon caractère qui fait que voilà, il faut aller de l'avant. Et puis voilà, puis avoir confiance finalement. C'est la confiance de nouveau. On revient sur cette question-là. Pour moi, j'ai cette confiance, j'ai cette chance d'avoir confiance en moi, dans les gens qui m'entourent, mais aussi, voilà, étant croyant, la vie est beaucoup plus simple, hein, parce Ouais. qu'on se dit que de toute façon, tout va bien se passer. Je voulais vous poser des questions sur cette confiance parce que je vous cache pas que malheureusement, je pense que la confiance c'est quelque chose d'assez peu partagé et vous avez, comme vous disiez, une chance de l'avoir, donc certainement grâce à votre foi, entre autres. Mais est-ce que vous avez des astuces? Est-ce que vous avez constaté avec un peu de recul, peut-être que c'est grâce à vos parents qui vous ont donné cette confiance, mais comment est-ce que vous avez fait, est-ce que vous le savez, pour justement avoir cette confiance assez stable qui fait que vous êtes serein et que vous tracez votre route d'après ce qu'on voit, sans trop vous poser de questions et sans vous remettre en cause vous en tant que personne? Parce que on connaît tellement de personnes qui ont un projet, qui ont une envie, qui ont un rêve, mais qui parfois s'auto-sabotent parce que ils ont peur de pas être à la hauteur, etc. Et du coup, voilà, n'avancent pas aussi loin qu'ils le pourraient. Et vous avez l'air d'être un tellement merveilleux exemple de quelqu'un qui a cette saine confiance en soi que je suis obligée de vous poser cette question. Comment est-ce que vous faites, quoi, Raphaël? Je sais pas si vous avez la réponse, mais j'avoue que je suis évidemment très curieuse.
Mais écoutez, je pense que malheureusement, j'y suis pour pas grand-chose. Vous savez, dans la vie, on dit qu'il y a cette idée un peu philosophique, hein. Il y a être, avoir et faire. Et puis que si vos parents, dans les premières années de votre vie, hein, qu'on est un nourrisson, en fait, on ne fait que, en gros, on dort, on mange, on fait nos besoins, on ne sert pas à grand-chose. Et là, si vous avez l'amour inconditionnel de vos parents, de votre maman et de votre papa, mais il vous suffit d'être pour être aimé. C'est l'amour inconditionnel. Et je pense, c'est ce que j'ai reçu de mes parents, ce qui fait que j'ai pas besoin ni de faire ni d'avoir pour savoir que j'ai été nourri de cet amour inconditionnel. Hmm. Et je pense que ça, c'est une chance que j'ai reçue de mes parents. C'est un cadeau incroyable que j'ai reçu de mes parents. Et je pense effectivement que si on n'a pas reçu ça, ça rend les choses, c'est un autre monde en fait. On vit dans un autre monde beaucoup, beaucoup plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut soit faire, soit avoir pour être aimé. Et ça complique énormément la vie des Ouais. gens qui n'ont pas reçu cet amour inconditionnel. Et c'est pour ça que je pense que dans le monde de demain, on ne doit pas seulement faire une transition énergétique, on doit aussi peut-être apprendre, voilà, cultiver pas seulement l'intelligence intellectuelle, mais aussi l'intelligence émotionnelle. Hmm. Créer finalement, c'est quoi les valeurs philosophiques d'un individu, de notre société, quels sens on veut donner à notre vie, et c'est pas juste avoir et faire, c'est Bien autre sûr. chose. Et lorsqu'on parle aussi de décroissance, comment imaginer la décroissance dans un monde où on veut toujours produire plus et puis que la récompense à ça, c'est pouvoir consommer. Donc le monde de demain, c'est bien sûr changer notre consommation en énergie, mais c'est aussi changer certains fondements philosophiques. Raphaël, je vous remercie pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Pour terminer, j'ai un petit crible que j'aime bien poser, des questions que j'aime bien poser à mes invités. Et la première de ces questions, c'est est-ce que vous auriez vécu dans votre vie à un moment donné un grand échec, un échec un peu fondateur, enfin un échec vraiment qui vous a marqué, vous voyez, et puis les enseignements que vous en avez tirés? Oui, alors moi j'ai vécu un échec, alors j'ai vécu quelques échecs quand même, mais je dirais au niveau professionnel, j'ai vécu un échec qui m'a marqué. Et en fait, au moment où j'étais en train de vivre cet échec, et je pensais que je vivais le plus grand échec de ma vie, je préparais ma plus belle réussite. Donc moi, mon rêve, c'était d'être sapeur-pompier professionnel dans la ville de Neuchâtel où j'étais né. Ouais. Et puis j'ai postulé là-bas pendant 7 ans. Donc j'ai fait plusieurs formations, j'ai fait ambulancier, j'ai fait ingénieur, j'ai été pilote, j'ai été apprendre l'anglais. Mais chaque fois que je passais l'examen, donc je l'ai passé plusieurs fois, j'ai jamais été pris. Alors j'ai pas été pris parce que mon père faisait de la politique, je l'ai su beaucoup plus tard et qu'il voulait pas m'engager parce qu'il voulait pas avoir le fils d'un politicien dans son service. Mais en fait, à ce moment-là, je pensais que je vivais justement quelque chose de terrible, que j'étais nul. Là, j'ai douté de moi. Parce que quand, après 7 ans, vous postulez au même Ouais. endroit, on ne veut pas vous prendre. Mais en fait, à ce moment-là, j'ai fait mon permis de bateau, vous voyez, qui m'a servi après pour Pagna Sala. Donc, en même temps que je vivais cet échec, mais en voulant essayer finalement de réussir, j'ai préparé ma plus belle réussite, qui était celle de préparer les compétences nécessaires pour ensuite réaliser Planète Solar. Donc c'était juste pas mon destin. D'être sapeur-pompier à la ville de Neuchâtel, c'était pas mon destin. Mon destin, c'était de faire Planète Solar et voilà, de devenir explorateur. Et donc ces échecs-là, bah, ça a été le chemin à réussir ma vie d'aujourd'hui. Et ça, c'est peut-être ça que j'ai envie de partager avec les auditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous suivent. Vous pensez que si jamais vous aviez été pris, vous aviez eu l'examen, vous n'auriez pas fait Planète Solar? Peut-être. C'est quasiment certain. Ouais. C'était un rêve d'enfant. C'est fou, Et hein? donc, je serais resté, voilà, Bon, c'est un beau métier sapeur-pompier aussi, dans mais cette ville. Euh, c'est un beau métier, mais vous voyez, mes compagnons qui aujourd'hui ont été pris, ben, ils sont là et puis ils ont plus cette passion, ils n'ont pas cette chance que j'ai de faire de l'exploration, de participer à ce changement. Donc non, je pense que j'aurais pas eu le bonheur que j'ai aujourd'hui à être sur cette planète et à pouvoir donner du sens à mes valeurs. Raphaël, si vous aviez quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment? Alors, je pense que voilà, j'ai réussi beaucoup de choses, mais j'ai pas réussi à construire vraiment une vie sentimentale suffisamment stable pour avoir une famille. Et si je pouvais refaire quelque chose avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je m'organiserais un tout petit peu différemment pour, voilà, pour pouvoir construire une famille et avoir plus de stabilité du point de vue émotionnel. Mais votre mission, bon, nécessite un certain nombre de sacrifices, évidemment. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Alors, le meilleur conseil qu'on m'a donné,
c'est Paula Gilani, donc, qui était une des fondatrices, cofondatrices de l'aventure Planète Solaire, qui m'a dit, Raphaël, quand tu t'engages dans une aventure comme Planète Solaire, où tu n'es pas sûr de réussir, il faut d'abord avoir extrêmement une grande sincérité par rapport aux gens qui vont te soutenir. Il faut être sincère et transparent. Elle m'a dit, fais les choses avec cœur, mais ne les prends pas à cœur. Et ça, c'est le plus grand conseil, je pense, que j'ai reçu, qui m'aide tous les jours. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots de sagesse qui vous parlent beaucoup, que peut-être vous vous dites de temps en temps et que vous pourriez partager avec nous? Il y en a plusieurs, mais il y a une citation, c'est vrai, c'est celle qui a peut-être été à l'origine de mon engagement, d'Albert Einstein, qui a dit: le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Et moi, je veux vraiment pas être la personne qui regarde notre société, notre monde se détruire lui-même. Donc, je veux vraiment participer à ce changement. C'est vraiment cette citation qui me donne cette énergie dans mon engagement de tous les jours. Je dois dire que je la connaissais pas. Elle est vraiment saisissante et elle fait un peu froid dans le dos. Encore deux questions pour Mais vous. surtout qu'il a toujours eu raison. Hein. On peut s'inquiéter, Albert Einstein, jusqu'à maintenant, a toujours eu raison. Ouais, Il a toujours, tout ce qu'il a prédit, s'est réalisé. Et même la physique moderne, les systèmes qu'on a aujourd'hui à disposition, a toujours démontré que ces théories, ces prédictions étaient justes. Espérons que sur celle-là, il se trompe. Une question qui n'est pas facile, je vous préviens, c'est est-ce que vous avez une croyance qui est plutôt controversée? C'est-à-dire que vous constatez que le monde actuel, il y a une idéologie qui en fait est voilà, partagée assez largement par le grand public, et vous êtes globalement plutôt pas d'accord avec ça. Alors, globalement, je suis assez d'accord avec la tendance générale. Peut-être une tendance qui m'inquiète, c'est cette espèce d'hygiénisme sur la sécurité, où on est en train on a peur finalement dans un monde qui a de plus en plus peur et qui veut de plus en plus de sécurité, limitant par exemple la vitesse des voitures. Bientôt, on devra se déplacer à 10 km/h. Et je pense quand même que la vie, c'est dangereux. Et finalement, la peur, ça ne nous empêche pas de mourir, mais de vivre. Et peut-être que voilà, ça peut être un courant contre lequel je me pose parfois. On a peur de tout, on met tellement de règles qu'à un moment donné, ce sera plus vraiment une vie libre, être sur cette planète. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui m'inquiète. Et là, peut-être, j'ai tendance à être à contre-courant par rapport à la philosophie générale. C'est un point qui m'intéresse, parce qu'on a évoqué le mot courage tout à l'heure, bien sûr. Vous disiez que vous évitiez plutôt quelqu'un qui n'avait pas trop peur, justement. Mais c'est vrai que je vous rejoins sur ce sujet, sur le fait que, ben voilà, il y a un espèce de principe de précaution maintenant sur tout, sur la vitesse, sur la santé, bien sûr, etc. Est-ce que vous pensez à l'inverse que le fait d'avoir peur, le fait de se pousser un peu hors de sa zone de confort, finalement, est-ce que ça serait pas assez sain? Parce que c'est ça aussi qui nous permet de progresser. Alors oui, bien sûr, parfois on se casse un bras, parfois on se fait mal, parfois il y a un problème, hein. C'est pas tous les jours facile. Mais est-ce que c'est pas ça aussi le progrès? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une vraie question. La peur, comment est-ce qu'on l'aborde? Et ce que j'ai pu constater, c'est que tous les gens qui vivent avec la peur, en fait, se limitent énormément. Et puis que ça, c'est une limite, y compris pour notre société, pour progresser, pour changer. La peur fait qu'on est résistant au changement, qu'on a peur Mmh. des changements, qu'on reste dans sa zone de confort. Et puis finalement, ça a un impact énorme sur notre société. Et finalement, c'est complètement irréaliste, cette peur, parce qu'il y a une chose qu'on sait lorsqu'on est, c'est qu'on va mourir. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps qui nous est donné Ouais. entre le moment où on arrive dans cette vie et le moment où on la quitte. Et on devrait l'utiliser le mieux possible, sans avoir peur. Parce que finalement, d'avoir peur de quelque chose qui, de toute façon, va se réaliser, de toute façon, ça va mal se terminer, ça m'interroge un peu. Et encore plus dans une société où finalement, on est en train de détruire l'environnement, on n'a jamais mis autant en péril notre vie, toute la vie sur cette planète. Et puis, c'est le paradoxe où c'est que maintenant, en Suisse, on donne ça comme exemple, il y aura bientôt des compteurs sur les vélos, parce qu'ils veulent pouvoir sanctionner les cyclistes qui vont trop vite dans les villes, dans les zones à 20 km/h. Donc, imaginez, bientôt, il y aura des cyclistes qui vont être interdits d'aller à vélo parce qu'ils vont trop vite dans une ville. Et je me dis, mais ce sera quoi demain? Si on continue comme ça veut dire que dans 15 ans, on va mettre des compteurs sur les joggeurs et on leur retirera l'autorisation de marcher.
ce sera où la limite? Et là, je Ouais. m'interroge un peu sur quelle société on est en train de créer. Ma dernière question pour vous, Raphaël, c'est une question au sujet de livres, parce que moi je suis une grande littéraire, enfin j'ai été en tout cas une grande littéraire, et je voulais vous demander s'il y a eu un ou des livres qui vous ont vraiment marqué, qui vous ont peut-être inspiré justement aussi dans tous vos immenses projets. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi, enfin quels sont ces livres et qu'est-ce qu'ils ont créé en fait comme sentiment en vous? Alors oui, il y a plusieurs livres qui m'ont marqué, mais il y a une expédition que j'ai découvert grâce à un livre, c'est l'expédition du Kon-Tiki. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette Ouais, aventure, Pauline, qui est un radeau de balsa emmené par 5 Norvégiens et un Suédois, par Thor Heyerdahl, qui est convaincu qu'il y a eu des apports en Polynésie par l'Amérique du Sud. Mais vu qu'il n'y avait pas de bateau, on lui explique que c'est impossible et donc il va construire un radeau correspond au radeau préhistorique qui était construit à ce moment-là au Pérou, et il va traverser le Pacifique depuis les côtes du Pérou en radeau. jusque dans les Tuamotu. Voilà. C'était vraiment pour moi une aventure extraordinaire, et ce livre, je le lis une fois par année, parce que je le trouve vraiment incroyable, et c'est vraiment une des aventures qui m'a énormément inspiré à devenir aventurier et explorateur. Rappelez-moi du coup le titre du livre exactement, c'est l'exploration du Kon-Tiki? C'est Kon-Tiki. Le Kon-Tiki. titre, sauf erreur, c'est Kon-Tiki. Bah, j'essaierai de le mettre de le retrouver, je le connaissais pas, et de le mettre dans les notes de l'épisode parce que vous nous donnez bien envie de le découvrir. Peut-être qu'on va Il est très susciter des très bien vocations. écrit, c'est vraiment très bien écrit et c'est vraiment une aventure incroyable. Scientifique également, hein, qui a un but, qui poursuit un but. Aujourd'hui, on sait qu'effectivement, il y a eu des apports depuis l'Amérique du Sud, c'était démontré par la génétique. Donc, c'est vraiment une aventure incroyable et de quelqu'un qui avait une pensée à contre-courant, contre l'ensemble du monde scientifique. Et ça, c'est aussi, je trouve, une belle preuve de courage. Mm. Raphaël, merci mille fois pour votre temps. Merci d'avoir partagé tous ces moments de vie avec nous. Si on veut vous retrouver, si on veut vous suivre, si on veut peut-être vous soutenir aussi, il y a pas mal de personnes qui écoutent le podcast qui sont des entrepreneurs, des financiers, qui peut-être seront intéressés à l'idée d'apporter leur soutien à vos projets. Où est-ce qu'on peut vous contacter? Où est-ce qu'on peut vous suivre vos aventures? Alors, on est visible sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit avec Solar Stratos, la Fondation Panel Solar, Raphaël Donjon aussi à titre privé. On a un club, hein, vous pouvez devenir membre du club. Ça commence d'ailleurs à 0 francs, hein. Il y a des jeunes qui nous soutiennent, qui cassent leur tirelire pour venir membre du club chez nous, qui veulent devenir ingénieur aéronautique solaire. Donc voilà, donc vous pouvez nous suivre sur panelsolar.org, Solar Stratos ou sur nos réseaux sociaux. Et d'ailleurs, voilà, on se réjouit d'avoir une communauté, de pouvoir partager ça avec votre communauté, Pauline. Eh ben, Merci avec en tout grand cas de, plaisir. de nous aider à communiquer ce message le plus loin possible, parce que sans vous, voilà, sans ces journalistes, sans ces personnes qui nous permettent de communiquer au plus grand nombre, bah, notre mission, elle serait complètement inutile. Écoutez, le plaisir est partagé. Je vous remercie d'avoir été aussi généreux en fait dans tout ce que vous avez confié à moi et puis à l'audience du podcast. Je mettrai tout dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse vous retrouver, pour qu'on puisse vous suivre. N'hésitez pas à envoyer un petit message à Raphaël. Je suis sûre qu'il sera ravi si l'épisode vous a plu. Et puis Raphaël, je vous dis merci et puis à très bientôt. À très vite, Pauline, pour un interview en avion électrique. Exactement, c'est une promesse.